Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être à nouveau en notre compagnie dans Le Monde en 7, l'émission qui revient sur les principaux sujets qui ont marqué l'actualité dans la semaine. On retient les sujets phares et on revient sur le débat. Et pour ce samedi 8 janvier 2022, on va parler du Mali. La CEDEAO et l'UEMOA aiguisent l'arme des sanctions. Nous irons ensuite du côté du Burkina Faso, le procès de l'ex-président Thomas Sankara. Et puis le témoignage posthume de Rollis qui accable l'ancien président Blaise Compaoré. Et en seconde partie, on parlera du Togo, la caution et la garantie de loyer et du bail d'habitation recadré par le gouvernement en Conseil des ministres cette semaine. Pour évoquer ces sujets, je reçois sur le plateau Eric Johnson, directeur de publication de l'hebdomadaire de Bi-Hebdo, l'Union. Eric, bonsoir, bonne année 2022. Merci Samuel, bonne année. Heureuse année à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je crois que cette année s'ouvre pour nous tous sous de bonnes auspices et que le Seigneur aidant, tous nos vœux seront exaucés. Principalement, je dis merci à New TV pour cette invitation. Et je crois que tout le long de l'année, nous allons continuer par travailler d'arrache-pied pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent quand même avoir de bonnes informations, puissent écouter de bonnes choses et pouvoir en tirer un bénéfice. Merci à vous et heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup Eric, merci de prendre toujours de votre temps pour répondre à nos invitations. Face à vous, Germain Sossou, acteur politique, président des Forces socialistes de l'avenir. Germain, bonne et heureuse année 2022. Bonsoir mon cher ami Samuel, bonsoir à mon vieil ami et citoyen. Et oui, moi aussi à mon tour, je voudrais souhaiter une très bonne heureuse année, particulièrement à la jeunesse togolaise et surtout togolaise. Vous savez que les 2 dernières années ont été véritablement politiquement amorphes à cause donc de la pandémie qui a beaucoup véritablement permis aux dirigeants de faire en sorte que la vie politique soit véritablement à terme. Les années qui sont en train de venir sont celles de la jeunesse et je voudrais en début de cette année souhaiter une très bonne heureuse année à la jeunesse togolaise à qui nous réitérons donc notre courage en leur demandant d'être courageux parce que les faits qui vont venir demandent vraiment de l'attention auprès de cette jeunesse. Donc bonne et heureuse année à toute l'Afrique et à tous nos confrères. Merci beaucoup Germain Sossou. Allez, on va commencer tout de suite avec le Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont penchés sur la situation au niveau du Mali, le Mali, où les forces vives réunies en concertation avaient proposé une transition entre 6 mois et 5 ans. Finalement, la junte opte pour le maximum 5 ans, proposition faite à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais qui ne l'entend pas de cette oreille. Selon les indiscrétions, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a tapé du poing sur la table. Des sanctions pèsent sur la junte militaire au Mali. Quelles sont les options qui s'offrent à cette junte et à la CEDEAO? Peut-elle faire plier le Mali? En tout cas, je vous propose de regarder ici quelques propos et nous reviendrons pour le débat. Après avoir tiré toutes les conséquences des assises nationales de la refondation, et en application de la période qui a été choisie majoritairement par les délégués, qui est la période de 5 ans, que le gouvernement a élaboré un projet de chronogramme en vue justement d'assurer un retour à un ordre constitutionnel qui sera gage de paix, de bonne gouvernance et de sécurité pour notre pays, ce qui constitue jusqu'à présent la vision du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le programme qui est soumis est une base de discussion et que le Mali reste ouvert au dialogue. Et c'est dans cet esprit que la CEDEAO aussi a dépêché son médiateur ici pour des discussions avec les plus hautes autorités du Mali. So we came
Nous sommes venus rencontrer le président de transition pour que les autorités maliennes puissent bien nous briefer. Parce que la CEDEAO va se réunir dimanche et nous, en tant que médiateurs, nous sommes entre le pays et les chefs d'État de la CEDEAO. Donc, nous avons écouté les présentations et nous allons transmettre cela aux chefs d'État. Eric Johnson, vous allez prendre la parole en premier. Vous avez écouté les différents acteurs qui interviennent. D'abord, en premier, le représentant de la junte. Moi, je retiens cette phrase que 5 ans, c'est la période choisie majoritairement par les délégués qui étaient aux assises nationales. Et donc, c'est sur cette période que la junte campe aujourd'hui. Finalement, la CEDEAO estime d'un côté que le Mali reste ouvert aux discussions, que la proposition est une base de discussion. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux propos? D'abord, je voudrais dire que nous avons l'habitude de dire ici que quelqu'un ne fait pas un coup d'État pour remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre pour diriger le pays. Malheureusement pour ce pays, le Mali, les séquences de coups d'État se répètent et on vit toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, je ne vois pas un pays qui est dans cette situation-là où la sécurité est complètement à terre, où les citoyens tirent le diable par la queue pour pouvoir se nourrir, etc. Et on demande une transition de 5 ans. Mais soyons sérieux quand même. On ne peut pas dire 5 ans, ça c'est un mandat présidentiel au Mali. Ça veut dire que le colonel Assimi Goïta veut forcément faire un mandat présidentiel. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer si il finissait ces 5 ans-là? Si on me dit que c'est une base de discussion, mais attention, on a organisé des assises nationales pour que les Maliens puissent se prononcer. Et au cours de ces assises-là, c'est vrai que on n'a pas vu des gens demander avec des baïonnettes derrière ou des armes derrière les gens pour dire accepter 5 ans pour ceci ou cela, mais tout le monde a compris que c'est une manipulation de la junte au pouvoir. Et donc, la CEDEAO, qui est la première organisation à laquelle appartient l'État de Mali, la CEDEAO dit non, nous ne pouvons pas accepter une transition de 5 ans. Or, on était parti pour l'organisation des élections générales au mois de février, c'est-à-dire dans un mois, logiquement. Mais je pense que la junte est en train de jouer un peu à une diversion en donnant 5 ans comme base de discussion, sachant très bien que le deadline qui lui a été donné, c'est février 2022. Et donc, la junte est en train de manipuler, de jouer avec les nerfs de tout le monde. Je pense que, très sincèrement, ce que nous pouvons comprendre de ce que le porte-parole et le ministre de l'Intérieur du Mali, les deux proches du colonel Assimi Goïta ont dit, ce que nous pouvons comprendre, c'est que en réalité, la junte veut garder le pouvoir. Maintenant, la CEDEAO et l'émissaire de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui dit on est venu écouter. Non, il faut à un certain moment être franc avec les populations. Oui, ça dépend aussi. Est-ce qu'il est plénipotentiaire? C'est ça aussi les questions. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs pour taper du poing sur la table, lui? Mais attends, c'est lui qui discute entre la junte et la CEDEAO. Et donc, il connaît déjà la position de la CEDEAO. La réunion de dimanche, c'est pas pour dire oui, nous acceptons ceci. Non, c'est pour
prendre des sanctions contre cet État amis et frères. Je pense que aujourd'hui, si la CEDEAO prend des sanctions, ce sont les populations qui vont plus en souffrir et non la junte. Alors justement, Eric Johnson a soulevé un point. 5 ans, c'est un mandat pour une junte militaire qui a pris le pouvoir par coup d'État. Je ne sais pas si ça existe dans un pays d'avoir un coup d'État où la transition a duré 5 ans. J'ai envie de demander, mais à quoi veut jouer la junte? D'abord, je voudrais faire cette précision pour tous les concitoyens qui nous suivent. Par principe, et pour tous ceux qui m'ont suivi, je suis contre les coups d'État. Je voudrais rappeler ça. Je suis jamais pour que les militaires prennent le pouvoir. À certains débats qu'on fait ici au Togo et à l'extérieur avec les concitoyens, vous avez des concitoyens qui pensent qu'il y a des coups d'État salvateurs. Et après une trentaine d'années d'expérience démocratique en Afrique, et après plus de 50 ans, même après 40 ans de dictature où les chefs d'État, la plupart militaires, ont gouverné nos États africains avant qu'on ne rentre en 90 avec l'expérience démocratique, 30 ans après, personnellement, je suis contre les coups d'État. Maintenant, la situation du Mali, parfois pour comprendre, cela mérite une petite rétrospective rapide, si vous permettez. Vous savez, le Mali, on a besoin véritablement de faire un diagnostic de la situation au Mali. Vous savez que le Mali a fait au total 5 coups d'État militaires. Oui. Au total, 5 coups d'État, parce que le tout premier, c'est en 1968. Le second, c'est en 1991. Le premier, en 1968, avec quand on déposait Modibo Keïta, avec Moussa Traoré, qui va régner et puis qui va être évincé par Toumani Touré. Et après, le troisième coup d'État va intervenir en 2002. Et puis, bon, après 2002, il y aura donc le quatrième, fait par le Goïta là, mais il ne prend pas en même temps le pouvoir, et il revient plus tard pour faire un cinquième coup d'État. Donc, depuis les indépendances, le Mali a connu 5 présidents démocratiquement élus, hein. Et Modibo Keïta lui-même. Après, c'est Toumani Touré qui est Alpha Oumare Kourou est venu. Après Toumani Touré, après sa parentage de G est revenu démocratiquement. Et après, c'est Ibeka. Voilà. Donc tous les autres ont dirigé de façon transitoire les choses, tout ça. Alors, on arrive donc à la situation. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que le Mali est coutumier des coups d'État. Depuis les coups d'État. Donc, le diagnostic dont je pense qu'à un moment donné, il faut se demander pourquoi il y a des coups d'État répétitifs. Ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, où la junte exige 5 ans, il faut que les gens expliquent pourquoi ils veulent 5 ans. Pourquoi ils veulent faire 5 ans? Est-ce que c'est véritablement pour exorciser et permettre? Si la CEDEAO insiste en disant il faut rester dans le système démocratique, ne pas leur donner 5 ans, qui nous rassure qu'après, encore une fois, une élection démocratique, les troupes qui viennent souvent de Kati ne reviendront pas à nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils sont coutumiers des coups d'État. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que ce qui se passe au Mali mérite véritablement une réflexion. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que, en tenant compte du passé, en tenant compte de certain nombre de raisons qui ont justifié les coups d'État dans le passé, que la junte pourrait avoir raison de demander 5 ans? Non, je ne dis pas qu'il pourrait... Je voudrais comprendre pourquoi ils veulent avoir 5 ans. Parce que, déjà que je dis que je suis contre que les militaires prennent le pouvoir en Afrique, j'ai même peur, parce qu'il n'y a pas que le cas du Mali, vous avez la Guinée, tout ça là, j'ai peur même qu'il y ait une contagion. Et, ce sont ces militaires-là qui ont dirigé les États africains pendant un certain nombre d'années. Donc ce qui se passe là, moi, mais maintenant, pour le cas du Mali, c'est que je souhaite que la gente explique pourquoi ils veulent 5 ans. Quel est le programme? Quels sont les leviers sur lesquels ils veulent avoir 5 ans? 5 ans pour diriger. Et donc moi, qui suis contre la prise du pouvoir des militaires, ben, la situation me donne raison en disant non, parce que le militaire, c'est l'inconnu. Parce que quand le militaire prend le pouvoir, c'est l'inconnu. C'est vous quittez l'incertitude, vous tombez dans l'inconnu qu'avec les militaires. Vous voyez, non? Pas que je ne reconnaisse pas aujourd'hui que parmi les militaires, il y a des gens qui ont la carrure d'être chefs d'État. Mais quand vous voulez faire de la politique,
Ben, il y a un canal pour ça. Vous ne pouvez pas prendre les armes, vous dites vous prenez le pouvoir. À partir de cet instant, tout ce qui se fait, c'est téléguidé. Parce que quand on nous dit qu'il y a eu des assises et que la majorité des Maliens ont décidé pour 5 ans, mais je me suis rendu compte aussitôt que quand on a fait sortir ce calendrier, il y a des citoyens au Mali qui se sont élevés contre la situation. Donc, la crise, à partir du moment où les militaires disent nous voulons 5 ans, et que vous avez une société d'un parti politique qui n'accompagne pas, il y a une nouvelle crise. Justement, voilà. C'est vrai que le représentant du pouvoir a insisté sur ça. Période choisie majoritairement par les délégués. Et moi, je vois la situation au Mali, on semble dire que c'est un État souverain qui doit faire les choses comme il l'entend. Mais État souverain par rapport à quelles institutions? Quelles sont les institutions qui sont là? Et on parle d'État souverain. Si les institutions ne sont pas démocratiquement instaurées, on ne peut pas parler d'État souverain. Du moment où la junte a organisé des assises nationales et des décisions ont été prises au cours de ces assises-là, et qu'à la sortie de ces assises, des Maliens, certains qui ont même participé à ces assises-là, reviennent pour dire nous ne sommes pas d'accord sur le chapelet de décisions enfin rédigées et prononcées vis-à-vis de l'opinion. Ça veut dire qu'il y a eu encore des choses. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là n'a été nullement démocratique. C'est-à-dire, on a réuni des gens pour montrer à la face du monde qu'on veut changer les choses, et on sort des décisions pour dire, voilà, au nom du peuple. De quel peuple il s'agit? Maintenant, je pense que la junte est en train de jouer un peu avec le feu. Tout simplement parce que il vient de dire que les coups d'État au Mali, c'est comme le quotidien. Hein? Oui. Mais cette junte-là est très sûre que si elle aussi ne sait pas faire, il y aura encore un autre coup d'État. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que à chaque fois que vous créez une situation de crise, il faut vous attendre à ce que d'autres aussi sortent du lot pour dire nous faisons un coup d'État. Mais pendant tout ce temps-là, où est-ce qu'on met le peuple malien? Où est-ce qu'on met le peuple malien? Donc, je veux dire, on ne peut pas me parler d'État souverain tant que les institutions qui sont là ne sont pas des institutions démocratiquement établies. Il y a aussi une autre question, puisque la CEDEAO et l'UEMOA n'ont que l'arme des sanctions. Dans le cas du Mali, le régime de sanctions, ça peut être encore quoi pour faire plier la junte? Non, vous avez, disons, quand on parle des sanctions, on voit les sanctions économiques, effectivement, la CEDEAO planche sur des sanctions économiques, surtout le gel des avoirs, ne pas se déplacer, tout ça là même. Mais je crois que ce sont des sanctions qui vont toucher beaucoup plus les pauvres populations. Vous avez ces populations-là qui, dans leur majorité, quand les militaires sortent devant l'incertitude, prennent le pouvoir. Et ceci aussi de notre culture. Il faut faire l'effort pour que ce n'est pas une honte pour dire que 30 ans de démocratie, nous ne sommes pas encore assez imbibés pour comprendre véritablement le jeu démocratique. Nous avons refusé de former la population en masse en politique. Ça fait que oui, quand quelqu'un apparaît, on a des réflexions ou des analyses limitées. On pense que c'est un sauveur. Pendant que les militaires sortent et puis vous voyez une population en liesse qui crie, qui applaudit. Pendant que moi je vois les images là, je suis perplexe. Je me dis, bon voilà, c'est un peu ça notre échec. Quand je dis non, en tant qu'Africains, nous n'avons pas fait ce travail. C'est la faute aux politiques qui nous ont précédés. Voilà, aujourd'hui, il faut faire ce travail. Et vous-même,
Bon, Parce que tu viens de parler de quelque chose de très important, Oui, la formation. oui, de l'élite politique, Voilà. c'est tellement important. C'est ce que je dis, quand nous arrivons en politique, c'est à partir de ces constats-là. Et donc, il n'y a pas que le politique. Vous savez, le peuple a besoin de la formation politique. Vous avez votre capacité à lire les événements, à comprendre mais ce qui se passe là, au-delà de ce que je vois, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, ça, on apprend ça aux gens. Et donc, la population n'agit que sur la base des sens. Et voilà, on a vu, bon, on a des problèmes, il est sorti, c'est notre sauveur. Bon, on ne se pose même pas la question de savoir où est-ce qu'il était, pourquoi il ne prenne pas la position, qui peut avoir été, pourquoi, quelles sont ses motivations. Donc, ça fait qu'effectivement, en Afrique, on continue d'avoir ces genres de choses. Et donc, les sanctions peuvent être aussi politiques. Ouais. Vous savez, l'organisation elle-même des élections, quoi qu'on en dise, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens à l'extérieur, et moi-même en particulier, je pense que l'Afrique n'est pas indépendante et que nous continuons par faire le jeu des puissances qui nous dominent. Parce que l'enjeu aussi que les gens ne voient pas, parce que quand on fait le débat, on dit, mais la gente veut prendre le pouvoir à 5 ans. Parce que ça aussi, il ne faut pas que les gens occultent ça, en se disant, ce qui se passe toujours en Afrique, il y a toujours des colères, il y a toujours quelque chose qui est caché. Et vous savez qu'au Mali, vous savez que des puissances sont là, mais qui n'osent pas la voir, mais qui sont là. Mais quand la gente dit, je vais avoir le pouvoir 5 ans, dans le contexte africain actuel, sur quoi la gente compte-t-elle pour le dire. C'est-à-dire que la gente a le soutien quelque part, d'une puissance. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Vous voyez, maintenant, la CEDEAO, que nous avons toujours connue, celle qui est passée aussi au Togo avec les résultats que nous connaissons, mais cette même CEDEAO, c'est ça aussi. Vous avez le coup d'État en Guinée. Le cas de la Guinée, c'est un coup d'État aussi. Mais vous voyez le traitement qui est fait en Guinée. Mais les Maliens ne comprennent pas pourquoi le traitement n'est pas... Il est différent en Guinée. Mais comment un certain Doumbouya, qui est militaire, comme je vous ai dit, je suis pratiquement en Afrique, je suis contre que les militaires prennent le pouvoir. Si un militaire veut prendre le pouvoir, il démissionne, il devient acteur politique, il présente un programme, il prend, et si là on l'élu, et puis bon, il déroule son programme. On ne brandit pas l'arme, on prend le pouvoir d'État, c'est pas possible. Ça, ce sont des principes. Je comprends que les gens disent oui, ça, on a besoin de ça pour avancer, mais par la suite, vous allez toujours déchanter. Parce que quand un militaire montre l'arme, prend le pouvoir, c'est autre chose. Parce que lui, il ne discute pas comme nous. Vous allez perdre le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a appris qu'à donner des ordres. Et chez les militaires, c'est comme ça fonctionne. Donc, ces sanctions, comme vous le dites, peuvent être graduelles. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin encore de pousser le dialogue. Parce que moi, je ne souhaite pas que la Johnson, cette junte, j'ai envie de dire, elle a résisté face à la pression de la France. Quand on annonçait l'arrivée de Russes, on a vu toute l'agitation du côté de la France. La junte n'a pas plié. Est-ce que c'est la CEDEAO qui va la faire plier? La junte est en train de plier déjà. Faut pas... les Russes sont au Mali, voilà. Ce que la France redoutait. Non, mais écoute, tu sais, quand on prend un pays comme le Mali, les Russes, pour pouvoir agir au Mali, sont obligés de composer avec d'autres pays. En l'occurrence, les États de la CEDEAO. La Russie a obligé de passer par au moins 1 ou 2 pays de la CEDEAO pour pouvoir agir convenablement au Mali. Parce que, vous savez, les États-Unis ont déjà sorti le Mali de leur liste de l'AGOA. L'Union européenne, la France, les pays européens individuellement sont en train de mettre la pression sur le Mali. Mais pensez-vous que la Russie seule peut aider le Mali à sortir de cette léthargie-là? Je ne le crois pas. Oui, mais une chose est quand même sûre, c'est que cette pression qu'on lui avait mise, la junte a résisté. Et aujourd'hui, quand la CEDEAO menace de sanctions, résister avec les armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de quadriller les choses. C'est-à-dire que c'est une minorité de Maliens qui sont proches
du colonel Assimi Goïta, qui pensent que ils sont en train de résister à cette pression internationale. Mais quand vous regardez très bien ce qui se passe, les langues commencent par se délier, surtout au niveau des politiques. Vous avez vu tout de suite au lendemain de ces assises nationales, les politiques ne parlaient pas. Les politiques se sont tus, ont accepté cette couleuvre-là, mais quand ils ont compris que, attention, la communauté internationale, en commençant par la CEDEAO et l'UEMOA, essaie de leur dire tout simplement nous ne sommes pas d'accord et tout ça, ils ont commencé par se dire attention, nous venons encore de commettre une erreur et il faut rapidement corriger les choses. Je ne pense pas fondamentalement que la junte là est en train de résister et cette résistance là est en train de donner un résultat. La CEDEAO pourra-t-elle faire plier la junte? Non, vous savez, plier la junte, je ne pense pas. Je crois que ce qui pourra faire plier la junte, c'est quand finalement, je l'espère que les puissances interposées ne vont pas véritablement agir. Vous savez, il y a les problèmes d'insécurité au Mali. Beaucoup. Voilà, il y a les problèmes d'insécurité au Mali. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui réfléchissent finissent par se dire que bon, ce qui se passe en Afrique, il y a toujours derrière des gens qui sont derrière. Et en Afrique, généralement... On ne fabrique pas d'armes en Afrique. Voilà. Donc, en Afrique, généralement, lorsque on veut vous faire plier, on vous crée d'autres problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le colonel Kadhafi et tout ça pour que les gens partent. Donc, ces puissances ont toujours des tours dans dans les choses. Donc, ce qui pourra faire plier la junte, c'est comme ce qui s'est passé chez Gbagbo ou chez Kadhafi. Ce n'est pas les trucs sous-régionaux, c'est pas les trucs sous-régionaux, c'est les puissances qui sont venues. Donc, vous savez, quand on a reproché à Ibeka un certain nombre de corruption, il a vendu le Mali ou tout ça là. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est au gré des intérêts. Mais pourquoi Wagner est au Mali? Si demain, la gente voit que... Officiellement... Bon, pas officiellement, oui, mais... Pas de Wagner, ça c'est la rhétorique de Paris. Bon, voilà. Bon, ok, les Russes sont quand même là. La France aussi, d'une manière ou d'une autre, elle est là. Et quand vous parlez tout à l'heure des États-Unis, c'est pour cela que je dis, mais souvenez-vous de notre histoire politique passée. Comment les Lumba ont été éliminés. Vous avez aujourd'hui les archives qui démontrent que les États-Unis sont impliqués. Donc, vous savez, c'est une question d'intérêt. Lorsque les gens jouent et font la pression sur ceux qui dirigent les États, quand on dit, bon, les États-Unis ont sorti le Mali de la Guadeloupe, il suffit qu'une offre vienne de la gente pour qu'ils reviennent là-dessus. Eux, c'est les intérêts, c'est pas parce qu'ils sont une puissance. Donc, c'est à ça que les Africains doivent faire attention. C'est-à-dire que parfois, vous avez des problèmes internes et les autres se servent de ça pour véritablement vous enfoncer. Donc, ce qui fera plier la gente, ce n'est pas forcément la CEDEAO. La CEDEAO prendra des sanctions, la gente ne va pas... Mais dès qu'il y aura des problèmes... La gente va chercher à contourner ces sanctions. Oui, contourner, mais dès qu'il y aura des problèmes qui vont sous-peser, qui vont véritablement prendre la gorge, la gente, par exemple, les problèmes de sécurité, où ils ne contrôlent plus rien, alors de ce instant-là, ils vont se plier. Et ça, c'est pas la CEDEAO, forcément, parce que la CEDEAO se déplace aussi. Ça veut dire que la CEDEAO n'a aucun moyen de coercition. La CEDEAO, je vous ai déjà dit ça un peu ici, c'est dommage, mais la CEDEAO est comme la SDN, si vous connaissez l'histoire de la SDN. Des Nations. Donc, oui, voilà, faire plier la junte aujourd'hui, c'est ça la grande question. Ça veut dire quoi la faire plier? Parce que on sait que la date proposée par la CEDEAO pour les élections n'aura pas lieu. Février, c'est impossible de faire les élections le mois prochain. La faire plier aujourd'hui signifie quoi? Faire plier la junte, c'est que la junte revienne à de meilleurs sentiments en donnant une date raisonnable d'organisation des élections générales et la remise du pouvoir aux civils. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Une date raisonnable, 5 ans, c'est non? 1 an, 2 ans, 3 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Est-ce que ce n'est pas la CEDEAO qui finalement va perdre la face? De quelle manière? Si elle ne réussit pas à s'imposer au niveau du Mali, à lui imposer un calendrier. Non, de toutes les façons,
quand la CEDEAO mettait la pression en disant nous voulons que cette transition-là finisse en février, mais ce n'était pas évident non plus. Donc, échec. Du moment où, non, on ne parlera pas d'échec. Parce que, vous savez, sur le terrain politique, c'est toujours des négociations. Tout est négociable. Et rien n'est figé. Rien n'est figé. Et donc, tout le monde savait que dans la situation actuelle du Mali, pour organiser des élections crédibles, il faut trouver des moyens. Et l'État malien, aujourd'hui, n'a pas ces moyens-là. Il faut, quand on va organiser ces élections-là, on va dire, voilà, tel partenaire participe à telle hauteur, tel partenaire tient en compte ce volet, etc. C'est-à-dire, c'est des lignes qui sont ouvertes et chacun vient avec ce qu'il peut. Et donc, fondamentalement, le mois de février n'était pas jouable pour le Mali. Et donc, les discussions devaient continuer pour que au moins cette transition-là se fasse sur un an. Parce que c'est des élections générales, élections législatives, élections présidentielles. Parce qu'il faut mettre en place des institutions de la République. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut revoir la constitution malienne. Et c'est là où il faut véritablement prendre du temps pour relire la constitution actuelle et sortir tout ce qu'il y a comme difficulté pour les exercices. Vous savez pourquoi rapidement c'est mal parti. Vous savez pourquoi c'est mal parti et que je m'offusque que les militaires prennent. Parce que quand les militaires prennent toujours le pouvoir, quelle que soit leur bonne foi, vous savez, s'ils décident même en un an d'organiser, c'est eux qui vont organiser ces élections, c'est eux qui vont diriger le gouvernement. Lorsqu'un militaire prend le pouvoir, organise les élections, même quand un civil vient, quand il se retire, il y a toujours une sorte d'épée de Damoclès sur celui qui vient. C'est pour cela que je suis contre que les militaires prennent le pouvoir. D'accord. Vous voyez, non? On va aller au second sujet. On parle du Burkina Faso maintenant et on va évoquer les témoignages à titre posthume de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. On savait que le capitaine de l'armée de l'air était très proche de l'ex-dirigeant burkinabé. Eh bien, le tribunal militaire de Ouagadougou a livré le témoignage fait par l'ex-président ghanéen John Jerry Rawlings à l'époque des faits. Il était aux affaires dans son pays et entretenait donc de très bonnes relations avec le révolutionnaire burkinabé. 2 semaines avant le coup d'État, il avait reçu le capitaine Thomas Sankara, qui avait insisté pour le rencontrer au sujet de la situation au sein du Conseil national de la Révolution. Et dans sa déposition devant le juge d'instruction, avant son décès, John Jerry Rawlings soutient que Thomas Sankara craignait que Blaise Compaoré agisse et le mette à l'écart. Les relations étaient tendues entre les deux hommes. J'ai proposé à Thomas Sankara de rencontrer Blaise Compaoré car je savais que Blaise Compaoré pouvait le tuer. Témoignage accablant finalement pour Blaise Compaoré. Quand on écoute l'ancien président ghanéen, on découvre un autre visage de ce Blaise. On découvre que c'est quelqu'un qui était dans la conspiration contre Thomas Sankara. Non, ça, je crois que c'est connu de tous les Africains. Vous savez, dans cette histoire-là, ce qu'il faut retenir, c'est Thomas Sankara, le président Thomas Sankara mort, qui fait toujours vivre Blaise Compaoré vivant. Hein. Vous savez, le président Thomas Sankara a dirigé le Burkina à peine 4 ans, je crois. Mais vous voyez comment il est mort, mais il est très vivant dans la conscience des gens, des Africains. Blaise a dirigé le Burkina depuis 1987, quand il a fait le coup d'État, jusqu'à ce qu'il ne parte, je crois, c'est quoi, en 2002, je ne sais pas. Blaise Compaoré, 2014. 2014, voilà. Il a fait pratiquement une trentaine d'années. Mais vous voyez, 4 ans et presque 30 ans de gestion. Mais regardez comment quelqu'un qui a fait 4 ans, il est tellement vivant. Blaise Compaoré est pratiquement aux oubliettes. S'il est vivant, si on parle de lui, c'est parce qu'on fait. C'est parce que c'est Thomas Sankara, même dans sa tombe, qui fait vivre Blaise Compaoré. Donc ce qui s'est passé, tout le monde savait qu'il y avait conspiration. Et cette conspiration-là, c'est pas seulement Blaise Compaoré le même. On sait aujourd'hui, quand vous faites, je ne sais pas si le procès aura le courage d'aller au fond, dans les profondeurs des choses, mais nous savons qu'il y a des puissances aussi qui sont impliquées. Nous savons qu'il y a des États en Afrique même
qui ont participé à l'élimination de ce patriote africain. Donc, ce qui se passe, la révélation du président Rollis, mais quand même il n'est pas là, ne doit pas étonner. Moi, C'est du connu. Non, c'est du connu parce que tout le monde savait que Blaise Compaoré et Thomas Sankara étaient des amis et que c'est Blaise Compaoré même qui a fait le coup d'État. Parce que, comment on l'appelle, Sankara était mis aux arrêts et c'est Blaise qui a dirigé le coup d'État. Mais le leader, c'était Thomas Sankara. Et quand il est sorti, ils ont organisé les choses. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis, vous nous excusez, depuis au fait Ouani, qui n'avait jamais accepté un certain nombre de choses, la façon dont il venait et qui était très inquiet, même des sources parlent même de notre pays lui-même. Si vous lisez certains articles, on pense que le Togo lui-même était impliqué. Mais il faut que le procès puisse, en tant que citoyen togolais, je veux connaître quelle a été l'implication de mon pays dans cette histoire-là. Et donc, il y a les pays africains aussi qui sont là. Il y a aussi les pays occidentaux. On sait que Sankara n'avait pas aussi de très bonnes relations avec la France elle-même. Quand bien même la France venait, ils allaient là, on sait qu'il y a des images qui le prouvent. Bon, qu'un citoyen africain comme ça révolutionne, prenne le pouvoir et demande aux Burkinabés d'être eux-mêmes, qu'est-ce que nous continuons pas à dire aujourd'hui? Et donc, ce qui s'est passé a été une conspiration. Blaise Compaoré a été, vous m'excusez encore une fois, comme la plupart d'un certain nombre de chefs d'État, où on a fait évincer les patriotes africains, on met des marionnettes à la sorte de ces Occidentaux. Donc aujourd'hui, il faut que le procès aille au-delà de ces révélations dont on pense que c'est des choses. Les vrais conspirateurs, qui sont ceux qui ont mis un terme à une Icône. de ce genre. Voilà, il faut que les gens comprennent. Voilà. J'ai lu quand même le témoignage de l'ancien président ghanéen. Et ce qui m'étonne quand je le lis, on a comme l'impression que Thomas Sankara était chef d'État, mais qu'à un moment donné, il ne contrôlait plus pratiquement rien. Mais il est venu avec des gens. Vous savez, c'est ça le souci avec les histoires de coup d'État. C'est-à-dire que quand on te met devant et que c'est pas toi l'organisateur de ce putsch-là, c'est difficile pour toi-même de diriger. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. En fait, c'était un groupe. Oui. Et donc, de jeunes officiers. de jeunes officiers, et quand même, il y avait des supérieurs de Thomas Sankara dans le lot. Et donc, comme lui, il était courageux, il a été poussé et il est devenu président de la République. Mais, tout compte fait, il subissait aussi la pression de tous ceux qui l'avaient accompagné, parce que c'est pas tout ce qu'il disait. Et comme il le soulignait tout à l'heure, il y a aussi des puissances derrière. C'est-à-dire que cette puissance-là voyait dans le lot ceux qui sont plus manipulables, ceux qui peuvent répondre à leurs désirata. Et on joue sur ça. Et on crée des conflits. Vraiment des conflits ouverts entre tous ces dirigeants-là. Mais je vais continuer un peu avec le témoignage de Rollis. Parce que vers la fin, Rollis dit dans son témoignage que le colonel Kadhafi lui avait demandé de venir. Il avait invité à Tripoli, et quand il était arrivé, il y avait Blaise Compaoré, et que Blaise essayait de lui expliquer qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Compaoré savait que l'assassinat de Thomas Sankara était très retentissant en Afrique, et qu'il fallait tout faire pour trouver des alliés pour que lui aussi ne soit pas assassiné à la fin. C'est-à-dire qu'il cherchait à s'entourer de chefs d'État
qui pouvaient le soutenir dans tout ce qu'il faisait, avec l'appui des puissances internationales, il ne faut pas l'oublier. Mais la deuxième chose que je comprends dans ce témoignage, c'est que il faut que la justice burkinabé aille jusqu'au bout de ce procès-là pour situer les responsabilités. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est dans une mauvaise posture parce que, au lendemain de ce coup d'État, c'est lui qui a pris le pouvoir. Et par conséquent, tout le monde voyait en lui l'assassin de Thomas Sankara. Est-ce à dire que c'est lui, Blaise, qui a tiré sur Thomas Sankara, ou c'est lui qui avait donné l'ordre de l'éliminer physiquement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si, en amont, on connaît les relations entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré, est-ce que cela a été possible pour Blaise de décider de l'assassinat de Thomas Sankara? Ou voulait-il juste l'écarter du pouvoir et ça a tourné autrement? Maintenant, il faut que la justice nous situe par rapport à ce fait-là. Qui a tué Blaise Compaoré et Thomas Sankara? Est-ce que finalement toutes ces révélations-là ne semblent pas montrer que au sein de ce Conseil supérieur de la Révolution, finalement, Blaise Compaoré avait plus de pouvoir qu'on ne lui prêtait? C'était peut-être finalement l'homme de l'ombre. Bien sûr, non, c'est tout à fait normal. Vous savez, Blaise Compaoré, il était dans l'ombre, mais c'était lui qui décidait pratiquement tout. Quand je dis décider, tout ce qu'il fallait faire, il était consulté. Sa voix était prépondérante. Bon, maintenant, c'est que Thomas Sankara, lui, c'est vraiment... il fait partie des militaires hors pair. Il était militaire, mais il avait une culture extraordinaire. Et à cette époque-là, c'est quelqu'un dont il s'est quand même... Il s'est enrichi. Vous n'allez même pas savoir que c'est un militaire. Vous voyez? Donc, non, il avait le charisme, mais il avait une certaine vision de la chose. Je crois qu'il s'est donné la peine même véritablement de comprendre le monde, de lire comme aujourd'hui ce que font les grands politiciens, de comprendre les théories, les choses comment. Et quand vous suivez l'homme lui-même dans ses prises de position, de la façon dont c'est un visionnaire. Et donc c'est pas pour rien qu'on lui avait accordé le pouvoir. C'est que dans son groupe, on savait qu'il était, c'était l'idéaliste, c'était le meneur. Mais Blaise Compaoré, Thomas Sankara savait qu'il ne pouvait pas faire sans Blaise Compaoré. D'ailleurs, c'est le fait qu'on savait qu'il était le leader, c'est ça qui lui avait valu d'être mis en prison. Et donc ses collaborateurs, voilà. D'ailleurs, même quand Blaise Compaoré était au pouvoir, vous voyez que c'est pas quelqu'un qui avait la rhétorique, c'est pas quelqu'un qui était séducteur, qui pouvait faire des thèses, expliquer les choses. Non, c'est quelqu'un qui agissait et qui était militaire dans le sens premier des choses. Alors que Sankara, il était militaire, mais vous voyez en lui un véritable génie politique. Vous voyez, non? Donc c'était un peu ça. Voilà. Donc, le sang de révolutionnaire. Oui, révolutionnaire. Donc, la situation entre Blaise Compaoré et vous voyez que comment il a été assassiné, vous voyez même qu'il s'est... comme un héros, il n'a pas fui, il est sorti. Il savait qu'il devait avoir les choses, il est sorti. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne. Vous savez, non, mais il ne pouvait pas penser à son assassinat. Il peut se dire... Non, quand vous suivez les thèses, ça suffirait qu'il serait assassiné. Les gens lui avaient même dit, on l'avait averti. Il a même dit dans certaines zones que il était entouré quand même. Oui, mais il a dit même que si de l'armée. Il aurait même dit, je crois, il a dit que si jamais c'est Blaise qui devait l'assassiner, ça veut dire que tout est fait. Personne ne pourra rien. Je crois qu'il a tenu des propos comme ça parce qu'à un moment donné, l'année dans laquelle il mourait, c'était clair, les rumeurs circulaient qu'il devait avoir coup d'État, mais il a laissé pratiquement faire. D'ailleurs, le jour où il mourait, le vivant, celui qui est vivant, a témoigné en disant que il a dit que c'est lui qu'on cherchait, donc que les autres restent, il allait sortir seul. Donc ça veut dire qu'il avait compris, il comprenait son destin. Maintenant,
qui sont ceux qui étaient des conspirateurs. Et j'ai dit que le cas de Sankara est un cas parmi tant d'autres. Vous savez, il y a beaucoup de leaders africains qui ont été éliminés comme ça. Donc, les Africains, il faut que les Africains puissions comprendre le pourquoi. Parce que si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous ne pouvez pas demain être capable de diriger les choses. Il y a le cas de mon pays lui-même, où le président Sylvani Solo a été assassiné. Vous avez le chef de l'État, Yadema, qui à un moment donné a dit clairement qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat de Sylvani. Donc il faut comprendre qui a assassiné Sylvani Solo. Vous avez le cas de Lumumba, vous avez d'autres cas, tout ça là. Gbagbo lui est revenu, mais il faut comprendre pourquoi. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Dernière question, est-ce que ce procès peut permettre de savoir ce qui s'est passé ce jour-là? On est en train de réunir tous les éléments. Donc, un procès est ouvert justement pour écouter les témoins à charge et à décharge. Et donc, à partir de ce moment, on va essayer de réunir tous les éléments pour dire clairement ce qui s'est passé. C'est ça aussi le problème que nous avons en Afrique. Pendant que les gens étaient en train de diriger un pays, si on avait la culture de l'écriture, cela devait nous donner beaucoup de pistes. Si les dirigeants burkinabés en son temps écrivaient par rapport à leur gestion des institutions, etc., on comprendrait mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des témoignages que nous recueillons. Est-ce que c'est des témoignages qui sont fiables? Voilà la question qui se pose. Tout compte fait, à la fin de ce procès qui va durer encore des mois et des mois, parce que tout le monde n'a pas encore déballé, il y a Blaise Compaoré qui devrait aussi. Et je pense que, logiquement, il devait, même s'il ne peut pas être là, physiquement, il peut au moins adresser un courrier pour dire sa part de vérité. Et donc, merci. Ça, là, on pourra avoir de bons éléments sur ce procès. Merci Eric Johnson, merci Germain Soso. On marque la pause, si vous permettez, le temps de suivre le journal 10 minutes et on revient pour la deuxième partie.